Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. On a le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Camille Champion, fondatrice de Modèles Déposés et chasseuse d'antériorité. Camille est la pro de la recherche de design et dans cet épisode, elle va partager avec nous ses astuces pour réaliser une clearance minimum dans un laps de temps très court. Quand par exemple on est sous l'eau à la veille d'un défilé, le top des outils et moteurs de recherche visuelle pour réaliser une recherche d'antériorité défensive de manière efficace et mettre toutes les chances de son côté. Elle nous racontera également la fois où elle a évité à un de ses clients d'être poursuivi en contrefaçon en retrouvant une antériorité de toute pièce à l'autre bout du monde dans un musée. On a pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce premier épisode. On espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Salut Camille, ça me fait super plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Pour la petite histoire, on s'était vu il y a 1 an et demi à Station F, on avait une discussion passionnante sur nos différentes activités. Tu m'avais parlé de recherche d'antériorité défensive et de clearance et j'avais trouvé ça vraiment passionnant parce que c'est une activité que je connaissais assez peu. Et je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse enregistrer un épisode ensemble pour pouvoir partager tes connaissances en la matière avec le plus grand nombre, avec des juristes qui sont sûrement très intéressés par toutes ces thématiques. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bonjour William, merci de m'avoir invité. Nous effectuons des recherches d'antériorité sur le design des objets. Nous aidons les entreprises ou leurs conseils, avocats spécialisés en propriété industrielle, à mesurer le niveau d'originalité de leur modèle. Donc à titre préventif, avant la commercialisation d'un produit, ou bien dans le cadre de litiges, lorsqu'il y a un contentieux entre deux sociétés, les entreprises nous consultent pour savoir, pour vérifier les droits inhérents à un modèle. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi les bonnes pratiques avant la mise sur le marché d'un produit stratégique pour éviter de porter atteinte aux droits des tiers ? Oui, alors effectivement, avant la commercialisation d'un produit, il est conseillé de faire une recherche d'antériorité pour vérifier, pour identifier des modèles similaires ou identiques pour éviter des litiges, pour contrefaçon, concurrence déloyale, pour éviter justement de se retrouver, de recevoir un courrier d'un cabinet d'avocats, d'une entreprise qui revendiquerait des droits sur ce modèle. Alors ça peut être aussi une problématique de blocage en douane, où le produit est bloqué en douane pour des questions de propriété industrielle. Et là, effectivement, l'entreprise peut être mise dans l'embarras. Et aujourd'hui, il peut y avoir aussi des distributeurs qui bloquent la mise en vente du produit. Je pense notamment, alors peut-être moins dans le domaine de la mode, mais je pense notamment à Amazon, qui aujourd'hui parfois sort de la vente certains modèles. Donc l'entreprise peut être vraiment mise dans l'embarras à ce niveau également. Force est de constater qu'il y a déjà beaucoup de modèles qui ont été créés par le passé, depuis les années 30, 40, 50 à aujourd'hui. Donc il est aujourd'hui très difficile de se démarquer. C'est vrai que c'est important pour les créateurs d'être sensibilisés à cette problématique de la propriété industrielle et de travailler le plus en amont possible avec le service dédié juridique pour pouvoir éviter à l'avance des litiges par la suite, qui pourraient être assez néfastes en termes d'organisation et d'image aussi. C'est quoi la clearance minimum que tu recommanderais à un juriste qui est sous l'eau ? Moi, je vois des gens qui reçoivent en fait 200 modèles, par exemple, de nouvelles robes. Il faut les déposer le soir même parce qu'il va y avoir un défilé. Et dans ces cas-là, évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. C'est quoi le minimum vraiment qu'on peut mettre en place ? Si j'ai un conseil à donner à des équipes qui souhaitent faire une clearance minimum, c'est de partir d'abord sur un état du marché actuel. Si tant est qu'on part du principe qu'une société qui vend actuellement son produit est plus susceptible d'attaquer qu'une société qui a vendu son produit il y a 30 ans et qui ne l'exploite plus aujourd'hui. Donc il est important de faire un état du marché actuel pour vérifier si aujourd'hui il existe des modèles identiques ou similaires actuellement en vente sur le marché. Et ça va aussi pour les recherches dans les registres de propriété industrielle, c'est-à-dire parmi les dépôts. Si vraiment on a très peu de temps, très peu de budget, je conseille
de faire une recherche parmi les dépôts les plus récents notamment, pour ensuite, si on a plus de budget, plus de temps, remonter dans le temps et faire des recherches parmi les modèles ayant déjà existé par le passé, ce qui pourrait permettre de minimiser encore plus le risque. Est-ce que tu as des sites peut-être où tu penses à des ressources utiles pour faire ce genre de recherche, par exemple sur une robe? Alors sur Internet, effectivement, on peut chercher dans les blogs, dans les sites spécialisés, notamment dans le domaine de la mode, par exemple. Mais on utilise aussi beaucoup Google Images. Donc soit on fait des recherches textuelles par mots-clés, mais encore faut-il qu'il y ait des mots-clés pertinents qui soient associés au modèle qu'on recherche, parce que parfois c'est difficile de retranscrire en texte une caractéristique qui est associé à un modèle. Donc, mais on peut effectivement, nous on utilise beaucoup Google Images sous forme de texte, et on utilise aussi Google Images par reconnaissance visuelle, alors qu'il n'est peut-être pas aussi évolué que Google Lens, par exemple, ou Pinterest Lens. Donc, il y a différents systèmes de reconnaissance visuelle d'images qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, mais ça va dépendre, en général, ça dépend vraiment du modèle, de la recherche, du temps qu'on a. On va utiliser plusieurs systèmes de reconnaissance visuelle. On peut aussi, aujourd'hui, il y a de plus en plus de musées qui mettent en ligne leur collection, qui numérisent et qui mettent en ligne leur collection. Donc ça, c'est une source très intéressante. Encore une fois, ça va dépendre du modèle et de ce qu'on cherche. Dans les bases de données de musées, souvent, on est sur des modèles très anciens. Donc ça peut être très utile dans le cadre de certaines recherches et moins dans le cadre d'autres recherches. Par exemple, une robe, pour en revenir à ta problématique, une robe dans le prêt-à-porter qui serait revendiquée en 2019, qui serait de style très contemporain. Concrètement, on va pas aller chercher dans les musées. Mais par contre, peut-être un bijou avec une chaîne particulière pourrait peut-être effectivement faire l'objet d'une recherche dans les collections de musées en ligne. Donc ça, c'est vraiment une source très intéressante. Voilà. Camille, dès que j'ai su que tu venais, je me suis dit qu'il fallait que je te raconte une histoire. Ma première expérience avec la propriété intellectuelle, en fait, c'était pendant un stage de 3e en cabinet d'avocat. À l'époque, justement, on m'avait demandé de faire une recherche d'antériorité pour des designs, puisque j'avais dû rechercher pendant une semaine une robe verte qui avait un col très particulier, pour éviter aux clients de se retrouver condamnés pour contrefaçon. Et cette robe, je l'ai cherchée pendant une semaine, je ne l'ai jamais trouvée. J'ai écumé le web, rien du tout. Et aujourd'hui, encore des fois, j'ai l'impression de la voir dans la rue, de l'apercevoir sur Netflix. C'est un cauchemar. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui doit faire ça, Camille? Ou quel conseil tu m'aurais donné à l'époque pour essayer de la retrouver? Eh bien, tout d'abord, il faut mettre en place une stratégie de recherche. Parce que chaque recherche est différente. Ça dépend du style du modèle. Est-ce que c'est, par exemple, un bijou qui serait inspiré de la période Art déco ou Art nouveau? Ça dépend de la date revendiquée. Dans le cas d'un litige, si la date revendiquée d'une paire de boucles d'oreilles est 2019, on va pas adopter les mêmes axes de recherche que s'il s'agit d'un bijou qui est revendiqué en 1939. Voilà, donc en fonction des éléments constitutifs du dossier, on va mettre en place une stratégie de recherche. Voilà, ça dépend aussi également, évidemment, des délais qu'on a, du budget également. Enfin voilà, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Donc concrètement, dans le cadre d'une recherche sur une robe de prêt-à-porter, ensuite on peut imaginer creuser certaines pistes. Donc, si c'est une robe qui est revendiquée il y a pas très longtemps, par exemple en 2019 ou même en 2020, on peut pourquoi pas faire des recherches sur Internet, parce que sur Internet, c'est vrai que c'est une source intéressante pour l'état du marché actuel, mais il y a aussi des sources datées sur Internet. Et lorsqu'on est sur une datation qui est relativement récente, on peut trouver des choses intéressantes. Après, on peut aussi faire des recherches parmi les registres de propriété industrielle, c'est-à-dire parmi les dépôts. Alors, c'est vrai que dans le domaine des vêtements, on trouve un petit peu de tout dans les registres, donc ça dépend du style de la robe. C'est-à-dire que si on est sur un style un peu sophistiqué, je conseillerais pas forcément les registres. Mais alors si on est sur un style un petit peu plus
grande distribution, à ce moment-là, oui, on peut peut-être trouver des choses intéressantes. Ça dépend aussi des caractéristiques qui sont revendiquées. Est-ce que c'est la forme de la robe? Est-ce que c'est un motif? Est-ce que c'est une découpe particulière ou un élément particulier, c'est-à-dire des boutons qui sont placés à un endroit particulier. Voilà. Donc, en fonction de ce qu'on doit chercher, on va plus ou moins privilégier certaines pistes. Mais d'une façon générale, dans le domaine des vêtements, les registres, c'est pas là où on va chercher en priorité. On va chercher beaucoup dans des ouvrages sur la mode généraliste ou la mode plus spécialisée. Ça peut être le style militaire, ça peut être le style streetwear. Voilà, ça dépend vraiment du style. On cherche aussi beaucoup dans les magazines. Donc l'avantage des magazines, c'est que la date de publication correspond à la date généralement correspond à la date de lancement du produit. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant en termes de recherche, parce que lorsque vous consultez un livre, par exemple, vous pouvez avoir aussi bien des modèles très actuels que des modèles. Si c'est un livre qui a été publié récemment, il peut y avoir des modèles très actuels comme des modèles très anciens. Donc on perd du temps à chercher des modèles qui peuvent être postérieurs aux modèles qu'il faut antérioriser. Alors que dans un magazine, lorsque vous cherchez dans un magazine publié à telle date, vous savez qu'il y aura forcément que des modèles antérieurs à telle date. Voilà. Et sur Internet, pour en revenir à Internet, parce que c'est vrai que c'est une source qui est très intéressante, on a aussi il existe beaucoup de blogs sur la mode, des sites Internet spécialisés. Alors je pense notamment à Tagwalk, qui a l'avantage de recenser des modèles de marques notoires, notamment dans le domaine du luxe et des défilés, et qui les indexe et qui associe des mots-clés. Ce qui nous permet de faire des recherches par mots-clés et avoir des dates associées à certains modèles. Donc ça, c'est une source qui est assez intéressante. Et puis, il y a beaucoup d'autres sources intéressantes. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment comme chercher dans une aiguille dans une botte de foin. Et quelque part, si t'as pas une approche et un intérêt sincère pour la mode ou l'industrie dans laquelle tu recherches, t'as aucune chance de trouver. Parce que de ce que tu m'expliques, il faut vraiment avoir une bonne connaissance métier, ne serait-ce que pour savoir où chercher, pour savoir ce qui se fait, pour savoir quel genre de type de création on peut trouver. Et c'est pas du tout comme rechercher par exemple une antériorité sur des marques où il suffirait juste d'avoir une connaissance juridique ou du fonctionnement des bases de marques pour retrouver un modèle en l'occurrence. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, en interne, on a des documentalistes qui sont chacune spécialisées dans leur domaine, qui suivent l'actualité de leur domaine d'activité. Par exemple, les bijoux, les montres, que ce soit les sacs, les chaussures, même le mobilier, les jouets. Donc c'est important d'avoir cette connaissance, de faire cette veille pour pouvoir ensuite savoir où aller chercher. Moi, tu vois, on est à Station F et la start-up juste à côté, c'est une super start-up qui s'appelle Watiz et qui ont fait un petit coucou et qui font un moteur de recherche visuelle. On peut prendre des gens en photo dans la rue et ça te trouve des robes similaires. Alors vivement qu'ils arrivent sur le marché de l'IP. Pas tout de suite probablement parce que c'est plus petit que celui de la mode, mais du coup je leur ai demandé quels étaient les outils de reconnaissance d'images pures. On parle pas de recherche textuelle mais d'images pures pour la similarité, et ils m'ont dit vraiment que Pinterest c'était le top. T'as aussi je crois du coup Google Lens que tu as cité, et puis de manière assez surprenante, je suis allé sur le navigateur Internet Explorer et en fait la recherche par image de Bing, eh bien elle est meilleure que celle de Google Images, tout simplement parce que je pense que c'est l'intelligence artificielle Microsoft derrière. On peut citer Yandex aussi qui effectivement reconnaît de façon un peu plus fiable les modèles. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup d'applications différentes et alors il y en a qui seront plutôt spécialisées dans la mode, il y en a d'autres qui sont plutôt spécialisées dans la décoration. Voilà, donc il faut, en fonction du modèle, tester. Voilà. Alors il y a aussi, si on parle de reconnaissance visuelle, il faut savoir que sur le site de l'EIPO, donc les registres, enfin les dépôts européens, il y a aussi un système de reconnaissance visuelle, c'est-à-dire que vous uploadez une image et il va vous trouver dans les registres des images similaires. Voilà, donc ça c'est aussi assez intéressant.
voilà, ça peut être intéressant dans le cadre de recherche sur un modèle voilà, relativement simple, où on essaie de détecter vraiment la forme du modèle et sans rentrer vraiment dans les détails. Parce que, par exemple, lorsqu'on fait une recherche sur un sac, il faut comprendre qu'il y a effectivement la forme du sac qui peut être intéressante, mais il y a aussi la forme, enfin l'existence et la forme du rabat. Il y a la présence ou non d'une anse. Il y a les motifs aussi qui seraient apposés sur le sac. Le fermoir, la forme du fermoir, enfin, tout ça, on est vraiment sur une combinaison de caractéristiques. Et donc, ces outils de reconnaissance visuelle sont assez limités dans ce cadre-là. C'est vrai qu'on pense toujours à anéantir l'antériorité quelque part, mais il peut y avoir d'autres moyens de défense et on peut trouver des choses très intéressantes sans pour autant trouver un modèle similaire. À quoi est-ce qu'il faut être attentif quand on fait une recherche d'antériorité défensive? Habituellement, notre objectif est de trouver un modèle antérieur à la date de création ou de publication, la date qui est opposée par la partie adverse. Néanmoins, lorsqu'on fait des recherches d'antériorité, lorsqu'on fouille dans des ouvrages, on peut trouver, il nous arrive parfois, de trouver le même modèle, donc le modèle qui est revendiqué par la société X, on le retrouve, mais il a été publié plus d'un an avant la date de dépôt, si tant est que c'est un dépôt qui nous est opposé. Et donc ça, c'est une information qui est très importante pour le client puisque le modèle n'est plus nouveau à la date du dépôt, donc le modèle tombe. J'imagine que si on creuse suffisamment, on finit toujours par trouver de l'eau. Mais la question, c'est est-ce qu'on sera mort de soif avant? Quand est-ce qu'on s'arrête de faire des recherches d'antériorité? Est-ce que tu as une idée du taux de succès de ce genre d'opération? Et comment est-ce que finalement on essaye de peser les coûts-avantages? Par expérience, lorsqu'on fait une recherche d'antériorité sur un modèle dans le cadre d'un litige, on préconise, on suggère 5 jours de travail au client. Ça nous permet quand même, en 5 jours, de faire un petit peu le tour des pistes de recherche dont on parlait au préalable. Et ça vraiment, voilà, ça nous permet de mieux comprendre si le modèle revendiqué était vraiment original ou pas. Après, en termes de taux de succès, on a, on va dire, pour 10% des cas, on arrive à trouver une antériorité de toute pièce. 80% des cas environ, on trouve quand même des arguments. C'est-à-dire même si on trouve pas d'antériorité de toute pièce, on arrive quand même à trouver des arguments. Donc par exemple, pour une chaise, on va par exemple trouver une assise fortement similaire avant la date revendiquée, d'une part, et on va trouver aussi des pieds, donc un piétement similaire d'autre part. Voilà, donc on peut considérer que ça peut apporter des arguments à l'avocat pour défendre son client, puisque si d'un côté l'assise n'était pas nouvelle, de l'autre le piétement n'était pas nouveau, bon, le créateur, voilà, on est quand même sur voilà, un apport d'arguments assez intéressant. Et puis, dans à peu près 10% des cas, on ne trouve rien. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Alors, c'est toujours très surprenant pour nos documentalistes, mais ça a tendance un peu à nous irriter parce qu'on aime bien les choses bien faites. Mais c'est vrai qu'il arrive encore voilà, il arrive qu'on trouve absolument rien et que ça nous est arrivé il y a quelques jours sur une paire de sandales qui était revendiquée il y a plusieurs dizaines d'années. On n'a absolument rien trouvé. Alors on trouve des choses similaires, mais on a quand même identifié une caractéristique qui était vraiment bien originale, voilà, et qui n'existait pas auparavant. Voilà. Camille, on aime bien les cas pratiques et concrets. Est-ce que tu peux nous montrer un vrai cas dans lequel tu as dû faire une recherche d'antériorité et tu as réussi à trouver une antériorité de toute pièce? Il y a effectivement plusieurs années, nous avons été sollicités pour faire une recherche d'antériorité sur un modèle sur un fauteuil qui était revendiqué, qui a été déposé en juin 2008 par une société scandinave. Et qui donc sa société a attaqué une chaîne de mobilier cadeau qui donc est revenue vers nous pour faire une recherche d'antériorité. Alors cette chaise qui est
très connu, qu'on trouve un petit peu partout. On a d'abord commencé à faire des recherches sur Internet. Et cette chaise, ce fauteuil, était très souvent associé au Mexique aux années 50, 60, mais sans preuve. Sans date certaine. Je dois avouer qu'on a eu un peu de difficulté à trouver des antériorités parce que c'était pas évident. C'est vrai que sur Internet, c'est tout le temps années 50, années 60, mais on n'avait pas de preuves. Donc on a fini par trouver dans un magazine anglais, Wallpaper, d'avril 2003, un fauteuil fortement similaire, pour ne pas dire identique, constitué donc d'une assise en fil Scooby-Doo, avec un piétement triangle identique au modèle revendiqué, soit 5 ans avant le dépôt de modèle. Et en creusant encore, parce que là, on n'était vraiment pas sur le Mexique, hein, c'était un magazine anglais, on s'est dit quand même, mais c'est pas possible, comment tout le monde parle du Mexique sur Internet, il faut quand même qu'on creuse cette piste. Donc, on a un peu fouillé du côté du Mexique, avec des mots-clés espagnols, et on a fini par trouver une exposition qui a eu lieu quelques mois avant le dépôt, d'avril à juin 2008, et qui mettait en avant ce fauteuil sur les affiches de l'exposition, sur les brochures, différentes brochures, mais aussi dans l'exposition, ce fauteuil était présenté comme venant d'un créateur anonyme, et ça aurait été une chaise qui est créée dans les années 60. Voilà, donc là, on tenait, grâce à plusieurs preuves, que ce soit le magazine anglais Plutôt Contemporain 2003 et cette exposition, on avait vraiment plusieurs preuves avec des dates certaines, voilà, qui a permis à notre client de continuer à commercialiser son modèle sans souci. Voilà. Est-ce que tu l'aurais trouvé, tu penses, ce fauteuil, s'il n'avait pas été sur l'affiche de l'exposition? Ou tu serais pas allé voir les détails, ce qu'il y avait dedans? On aurait continué à creuser. C'est vrai qu'on l'a trouvé dans le magazine anglais de 2003. Donc on aurait creusé du côté des magazines de déco certainement. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une recherche très facile. J'ai souvenir d'avoir passé des heures et des heures à chercher, à creuser sur Internet ou ailleurs. Ouais, ça n'a pas été évident. C'est vrai que moi, je suis souvent amené à discuter de preuves d'usage des marques parce que c'est un sujet en fait qui intéresse énormément les CPI, les conseils en propriété industrielle, parce qu'ils font des marques pour leurs clients et à chaque fois on me dit est-ce qu'on pourrait faire des preuves d'usage des marques avec la blockchain? Alors qu'en fait, moi, j'ai l'impression que le vrai sujet, c'est surtout d'identifier, de retrouver ces documents en fait a posteriori, et c'est pas tout le temps évident. Non, c'est pas tout le temps évident parce que les sociétés, les entreprises n'ont pas forcément conservé des preuves. Elles n'ont pas le temps de se constituer des archives. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire appel à des sociétés, des prestataires de services pour faire ce type de recherche. D'autant plus que grâce aux moyens que nous avons, par exemple, les recherches peuvent être très rapides. Après, ça dépend vraiment de la marque. Encore une fois, comme je l'ai répété, toutes les recherches sont différentes. Donc, par exemple, une recherche par exemple, prenons la marque Paul. Si on doit faire une recherche, une enquête d'usage sur la marque Paul, on peut avoir beaucoup de résultats. Donc après, il y aura beaucoup de tri. Parce que le prénom Paul peut être présent dans beaucoup de pages de magazines, par exemple. Donc, ça demandera beaucoup de tri, donc beaucoup de temps de recherche, donc un budget forcément plus conséquent. Voilà. Après, si on est sur une marque un petit peu plus spécifique, ça peut prendre très peu de temps. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode du podcast. On a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer, donc on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, ça nous permet, 1, de nous améliorer, et puis 2, de convaincre des juristes de venir partager leur expérience sur le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt.